Le 11 mai 2020, une importante découverte historique concernant l'histoire militaire des États-Unis a été annoncée, mais est passée largement inaperçue par le grand public en raison de la pandémie de COVID-19 qui balayait le globe. Search Inc., la plus grande entreprise d'archéologie sous-marine et terrestre des États-Unis travaillant avec la société de robotique sous-marine Ocean Infinity, a annoncé la découverte de l'épave du cuirassé américain USS Nevada BB-38 près de 72 ans après que le navire de guerre a été coulé comme cible. Cependant, personne ne devrait confondre une telle fin inglorieuse de la vie du navire avec son temps de service dans la marine américaine. Au contraire, peu de navires peuvent prétendre avoir eu une carrière aussi glorieuse, relevant les défis qui lui étaient présentés et jouant un rôle instrumental dans l'aide à la modernisation de la marine américaine pour faire face aux défis des combats navals du XXe siècle. C'est l'histoire de la légende du navire que l'ennemi ne pouvait tout simplement pas couler. Bienvenue dans les guerres du monde. Bienvenue aux guerres du monde. Bienvenue dans les guerres du monde. Bienvenue aux guerres du monde. Bienvenue dans les guerres du monde. Bienvenue dans les guerres du monde. L'impact que la révolution industrielle a eu sur le monde en général, dans les cercles militaires et surtout les marines du monde entier, cela a entraîné un programme de modernisation si rapide que souvent de nouveaux designs ont été autorisés pour la construction qui incorporait toutes les dernières avancées, seulement pour être rendus obsolètes par des avancées encore plus récentes au moment où ils entraient en service. En 1870, la voile était encore le principal moyen de propulsion, avec quelques navires de guerre équipés de moteurs à vapeur rudimentaires pour les propulser à l'entrée et à la sortie du port, indépendamment de la direction du vent qui gênait souvent tous les voiliers si le vent n'était pas favorable au départ. Cependant, en 1900, les quelques voiliers restants étaient soit l'exception, soit étaient en train d'être convertis ou remplacés par une propulsion entièrement à vapeur. Les navires à vapeur étaient plus rapides et plus manœuvrables sur l'eau, deux énormes avantages pour un navire de guerre, mais un navire de guerre devait également être armé pour détruire les navires ennemis et blindé pour empêcher un ennemi. Avec la disparition des voiles, les rangées de canons ont également disparu, remplacées par moins de canons, mais beaucoup plus grands et plus puissants, montés dans des tourelles et visés à l'aide de viseurs de ciblage plus avancés. Des expériences sur la manière de monter ces armes ont conduit à des arrangements d'armes excentriques et à des mélanges de tailles d'armement qui se sont tous deux avérés presque totalement inefficaces. Puis, en 1906, la Marine royale britannique a introduit un navire de guerre qui allait devenir la référence pour tous les cuirassés à venir. Au moment où le HMS Dreadnought a été mis en service, il était si révolutionnaire qu'il a rendu tous les autres navires de ligne obsolètes. Le Dreadnought a adopté une approche de puissance de feu tout en gros canons, montés dans des tourelles rotatives, dont toutes sauf une pouvaient être orientées de chaque côté du navire, en fonction de la position de la cible. Le navire a également adopté des dispositifs de ciblage plus avancés et était recouvert d'une très lourde armure le long de la coque et des tourelles. Aucune de ces innovations n'était en soi entièrement nouvelle, mais le Dreadnought a incorporé ces avancées et bien d'autres dans une seule coque pour la première fois. Les marines du monde entier se sont rapidement précipitées pour mettre en service leurs propres navires équivalents au Dreadnought, déclenchant une nouvelle course aux armements pour produire ce que nous appelons maintenant les Dreadnoughts, en l'honneur du premier navire. Le premier Dreadnought américain était l'USS Caroline du Sud, qui, étonnamment, était non seulement encore plus avancé que le Dreadnought, en particulier en ce qui concerne les dispositions d'armement avec tous ses canons montés sur la ligne médiane, lui permettant de concentrer toute sa puissance de feu sur une seule cible, mais il a en fait été conçu avant le Dreadnought. Il a manqué d'être le premier design de Dreadnought en raison d'un temps de construction considérablement retardé. L'Amérique, la Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon se focalisent désormais uniquement sur la construction des navires de combat de type Dreadnought pour leur flotte, sinon pour des exigences militaires spécifiques, alors simplement pour le prestige de posséder le cuirassé le plus capable. En conséquence, plus d'innovations et d'améliorations ont été incorporées dans les nouveaux cuirassés, mais la conception de ces navires de guerre complexes
n'était pas simplement une question de plus grand et meilleur. Les cuirassés fonctionnaient sur 3 principes de base, la mobilité, la puissance de feu et la protection. Cependant, souvent l'un de ces principes devait être sacrifié pour améliorer les 2 autres. Et dans les cuirassés, cela signifiait souvent l'agilité. La pensée générale était que bien que ces navires de guerre lourdement armés et protégés étaient relativement lents et maladroits à manœuvrer, ils pouvaient délivrer suffisamment de puissance de feu pour couler un navire de guerre ennemi avant de subir suffisamment de coups pour le menacer de naufrage. Néanmoins, les ingénieurs navals ont travaillé sans relâche pour contourner ces problèmes, en proposant des solutions innovantes, mais pour chaque solution à un problème, de nouveaux problèmes surgissaient. Compte tenu de la portée croissante et de la puissance de frappe des obus à haute explosion et perforants, on a rapidement réalisé que, alors que la pensée traditionnelle mettait l'accent sur une armure lourde sur les côtés verticaux du navire, les trajectoires plus élevées de ces nouveaux obus signifiaient qu'il était tout aussi probable que le navire puisse être touché sur le dessus de la coque principale, où la protection était relativement légère. Cela a été prouvé lors de la bataille de Japon, en 1905, lorsque la flotte russe a été décimée par la flotte japonaise, et cela serait prouvé encore et encore lors de la Grande Guerre à venir. Malheureusement, il ne s'agissait pas simplement d'augmenter l'épaisseur, et par conséquent le poids de l'armure horizontale sur ces navires de guerre déjà gigantesques. Sans construire des moteurs encore plus puissants que ceux que la technologie de l'époque permettait pour compenser le poids supplémentaire, les navires seraient encore plus lents, les laissant vulnérables à de nouvelles armes telles que les destroyers et les sous-marins armés de torpilles puissantes et hautement explosives. Des cuirassés plus lents ralentiraient également à leur tour toute la flotte, ce qui constituerait un handicap stratégique majeur pour mener à bien les opérations. Ainsi, les concepteurs américains ont adopté un concept radical pour l'armement naval. Auparavant, l'armure était répartie le long de la coque, avec l'armure la plus lourde logiquement concentrée autour des zones les plus importantes, comme la machinerie et l'armement. Le reste du navire recevait une armure mince à moyenne. Le nouveau concept américain a complètement abandonné l'armure mince à moyenne et a utilisé le poids économisé pour mieux protéger les surfaces horizontales des zones clés des obus ennemis à longue portée, tombant d'en haut. Le résultat a été la création de citadelles blindées autour de ces sections clés du navire, tandis que des zones moins critiques comme les dortoirs étaient laissées sans armure. Tout homme devrait être à son poste de combat. Ce nouveau concept d'armure d'un navire a été nommé de manière appropriée l'approche tout ou rien, et le premier navire de guerre à l'adopter opérationnellement était l'USS Nevada. Le 4 mars 1911, le Congrès américain a autorisé la construction de 2 nouveaux cuirassés, incorporant certaines des récentes avancées dans la conception des cuirassés, y compris la configuration de l'armure tout ou rien. Les 2 navires, nommés USS Nevada et USS Oklahoma, seraient collectivement connus sous le nom de classe Nevada, et peu de temps après eux, 2 autres navires construits selon un design agrandi, devenant la classe Pennsylvanie. Les 2 navires de la classe Nevada mesuraient 178 mètres de long, 32,9 mètres à leur point le plus large et déplaçaient 27 500 tonnes d'eau. Ils étaient lourdement armés pour leur époque, arborant 10 canons principaux de 14 pouces répartis dans 4 tourelles montées tout le long de la ligne médiane du navire. En comparaison, le précédent USS Caroline du Sud était armé de 8 canons de 12 pouces. Les canons du Nevada pouvaient lancer un obus perforant de 1400 livres à une portée de 21 km comparativement au navire précédent, qui pouvait tirer un obus de 870 livres à peine à 18. Incroyablement, la portée du Nevada serait encore prolongée lors de modernisations ultérieures, limitant la portée du navire uniquement à CE que l'équipage à bord pouvait voir. En termes de protection, à son point le plus épais, l'armure faisait environ 13,5 pouces d'épaisseur le long de la coque, tandis que les tourelles avaient 5 pouces supplémentaires d'armure les entourant. L'énergie du navire provenait de 12 chaudières à mazout au lieu du type à charbon utilisé précédemment. Celles-ci ont aidé à générer 24 800 chevaux vapeur pour faire tourner les hélices du navire jusqu'à une vitesse de 24 miles par heure. Le Nevada a été lancé en juillet 1914. Le nouveau navire de guerre avancé de la classe Nevada a satisfait les Américains, souvent décrit comme le premier de sa 2e génération. Ce navire a été lancé dans la région de propagande de la Convention des Dreadnoughts, également connue sous les noms de Super Dread Emperor N. C'était aussi fondamental et révolutionnaire que le navire britannique précédent. Le travail a maintenant continué pour mettre le navire en état de service,
et cela a vu l'installation des mâts de style cage distinctifs, préférés par les concepteurs américains de l'époque. Enfin, fin 1915, la marine américaine a déclaré qu'elle était prête à recevoir le navire en service et l'USS Nevada a été mise en service le 11 mars 1916 avec le capitaine William S. St. Jr. en commandement, un officier très apprécié par l'amirauté américaine à cette époque. L'Europe avait été mise à feu et à sang par la Grande Guerre, mais les États-Unis resteraient pour l'instant en dehors des combats, malgré le naufrage du paquebot Lusitanie, dans lequel de nombreux Américains sont morts juste 2 mois après que le Nevada a été mis en service. 1916 a néanmoins été une année chargée pour le Nevada, alors que le capitaine Sims a formé durement son équipage sur leur nouveau cuirassé qui servait avec la flotte de l'Atlantique de la marine américaine basée à Newport, Rhode Island. Le 30 décembre 1916, le capitaine Sims a démissionné pour accepter une promotion au grade de contre-amiral et un poste au collège de guerre navale de Newport. Il a été remplacé au commandement par le capitaine Joseph Strauss, un officier progressiste qui avait fait carrière en testant de nouvelles armes pour la marine et qui était donc considéré comme idéal pour commander le navire de guerre avancé. 4 mois plus tard, les États-Unis sont finalement entrés en guerre aux côtés des Alliés. Mais contre toute attente, le Nevada a dû initialement être retenu pour traverser l'Atlantique pour participer au combat. Le problème était qu'il n'y avait pas assez de stock de carburant pour les moteurs à combustion d'huile du Nevada en Royaume-Uni, qui à l'époque était assiégé par les flottes de sous-marins du Kaiser. C'était un problème que ne partageaient pas les anciens cuirassés à combustion de charbon, qui sont partis à la place. Le Nevada a donc dû rester près de la côte est des États-Unis tout au long de 1917 et bien jusqu'en 1918, avant que le navire navigue vers la Royaume-Uni pour participer au combat, maintenant sous le commandement de son 3e capitaine, André T. Long. L'USS Nevada a navigué pendant 10 jours à travers l'Atlantique avant d'arriver à Bantry Bay en Irlande, où elle a été rapidement rejointe par sa sœur, l'USS Oklahoma initialement employée dans les tâches d'escorte de convoi. Le haut commandement allié a décidé que le Nevada et l'Oklahoma, avec leur vitesse et leur puissance de feu, ainsi que l'USS Utah, étaient idéaux pour une mission spéciale. L'armée ukrainienne était une grande force pour l'USS, et les Ukrainiens croyaient qu'un radar de surface allemand à haute vitesse opérait contre les convois, naviguant vers la côte ouest des îles britanniques, et il serait chargé de l'intercepter et de le détruire. Surnommé l'escadron de Bantry Bay, les 3 navires de guerre américains ont minutieusement fouillé les mers autour des régions sud et ouest de l'Irlande à la recherche de cet ennemi insaisissable. Mais tout cela serait en vain. Le radar n'a jamais matérialisé, amenant beaucoup à spéculer qu'il n'existait tout simplement pas et n'était qu'une création de l'USS Utah. Le 11 novembre 1918, dans le brouillard de la guerre, la Grande Guerre s'est terminée sans que le Nevada n'ait tiré un coup contre l'ennemi. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu un rôle crucial contre la flotte du Kaiser. En effet, la présence du Nevada et des flottes de cuirassés alliés ont dissuadé la flotte de surface allemande de quitter leur port durant les dernières années de la guerre, évitant un autre massacre comme à la bataille de Jutland en 1916 lors d'un conflit entre l'USS Utah et l'armée ukrainienne. La marine ukrainienne et l'USS Utah ont pour dernier rôle, durant la Première Guerre mondiale, de rejoindre une flottille pour protéger le paquebot George Washington, transportant le président Woodrow Wilson à la conférence de paix de Paris le 26 décembre 1918. Le Nevada est entré dans le port de New York désormais sous le commandement de son 4e capitaine Guillaume Carey Cole, recevant un accueil de héros. Rapidement, pendant et après la guerre, l'USS Utah et le Nevada, bien qu'ils étaient toujours considérés parmi les meilleurs, n'étaient plus les super dreadnoughts de 1916. Presque tous les navires de guerre suivants ont adopté leur approche révolutionnaire de protection tout ou rien. Cependant, le concept de cuirassé était maintenant remis en question après des siècles de domination dans la guerre navale. La Grande Guerre avait maintenant montré que ces navires complexes et coûteux étaient vulnérables à des navires plus petits et moins chers armés de torpilles puissantes. La menace pour les cuirassés n'a été qu'exacerbée par l'ajout d'avions porteurs de torpilles qui, bien que toujours primitifs, montraient un énorme potentiel pour l'avenir. Des questions sur le rôle du navire de guerre ont été posées tout au long des années 1920, mais alors que la construction de cuirassés a ralenti par rapport aux années précédant la Première Guerre mondiale, l'Union soviétique s'est avérée être la seule grande puissance à arrêter complètement la construction de nouveaux cuirassés. En même temps, le monde prenait des mesures historiques pour limiter les forces militaires mondiales.
y compris les marines, afin de prévenir une autre course aux armements et la guerre comme cela s'était produit précédemment. Le traité naval de Washington de 1922 a sévèrement limité le nombre de navires de guerre que pouvaient conserver les nations signataires et a dicté la taille et l'armement des nouveaux navires introduits pour remplacer les anciens. Pour respecter leurs engagements, la marine américaine a commencé à démanteler certains de leurs navires de guerre plus anciens, mais le Nevada a été sauvé de ce sort, étant encore assez neuf et moderne. Les années 1920 ont vu le navire entreprendre des tournées diplomatiques en Amérique du Sud, visitant le République du Pérou en 1921 et escortant un an plus tard le paquebot Pan Amérique, transportant le secrétaire d'État américain Charles Evan Hughes au Brésil. En 1925, le Nevada a entrepris un voyage épique en Australie et en Nouvelle-Zélande qui, en plus d'être un geste de bonne volonté envers ces pays, était également destiné à démontrer au Japon que la marine américaine était capable de se déplacer loin et large à travers le Pacifique. Alors que la situation avec le Japon n'était pas encore sur le point de basculer dans la guerre, Tokyo était de plus en plus frustré par son traitement lors du traité de Washington, mentionné précédemment, et des restrictions militaires similaires qu'il considérait comme étant conçues pour freiner l'expansion de leur empire en Asie. Entre 1927 et 1930, le Nevada a subi une importante modernisation au chantier naval de Norfolk, Virginie. Les mâts en cage ont été remplacés par des mâts à trépied, et les moteurs par ceux de l'USS North Dakota, récemment décommissionné, qui n'a pas survécu au traité de Washington, contrairement au Nevada. Les 12 chaudières initiales ont été substituées par 6 plus grandes et performantes, augmentant la portée du Nevada pour une meilleure efficacité dans le Pacifique. Le Nevada a également été étendu en Amérique du Sud en 1927 et 1928. L'élévation des canons principaux a été augmentée, leur permettant de tirer des obus jusqu'à 10 km supplémentaires, leur donnant une portée de tir de 31 km, tandis que les canons secondaires de 5 pouces, conçus pour défendre contre les destroyers et les embarcations d'attaque rapide, ont été déplacés au-dessus de la coque principale. Reconnaissant la menace des avions et des sous-marins, de nouveaux canons anti-aériens de 5 pouces ont été installés sur le pont, tandis que la coque était équipée de renflements anti-torpilles. Ces compartiments étaient remplis d'eau. Ils étaient conçus pour détonner les torpilles et absorber leurs explosions, aidant à contenir les inondations dans les zones endommagées à l'intérieur des renflements plutôt que dans le navire lui-même. De retour en service, le Nevada a passé les 11 années suivantes au sein de la flotte du Pacifique sous une succession de capitaines jusqu'au début décembre 1941. Quand le capitaine François W. Scanland a dirigé le navire de guerre américain de 25 ans vers le port, son équipage attendait avec impatience leur premier week-end au port depuis des mois et prévoyait de détruire tout ce que le paradisiaque Pearl Harbor semblait offrir. Le matin du 7 décembre 1941, l'USS Nevada était amarré sur son côté tribord, ou droit à la clé F8, derrière le cuirassé USS Arizona. La routine des vacances était en vigueur et beaucoup de l'équipage à bord profitait d'une grasse matinée un peu plus longue. À 600 heures, l'enseigne Joseph K. Taussig Jr. a été réveillé pour prendre le commandement de la garde de l'avant-midi. Être officier de quart un dimanche matin tranquille au port était généralement une expérience ennuyeuse, alors Taussig se creusait la tête à la recherche de quelque chose à faire. Il lui est alors venu à l'esprit qu'une seule chaudière avait été allumée pour alimenter le navire depuis leur entrée au port, et il a donc décidé d'en allumer une autre, ne serait-ce que pour donner quelque chose à faire à lui et au personnel de service. Taussig ne pouvait pas le savoir, mais il était sur le point de garantir à Nevada un statut presque légendaire dans les événements qui ont suivi. Anticipant une journée ordinaire, le capitaine Scanlon avait confié le navire à 16 officiers plus tôt ce matin pour voir sa femme. Le Nevada était le navire le plus au nord de la soi-disant rangée de cuirassés et s'engageait dans la très stricte tradition de présenter 16 couleurs tous les matins lorsqu'il était à quai, précisément à 800 heures au son de la Star Spangled Banner qui était interprétée par l'orchestre du navire. Dirigeant la cérémonie pour la première fois, Taussig s'est rendu compte qu'il n'était pas sûr de la taille que le drapeau devait être hissé. Il ne restait que quelques minutes avant le début de la cérémonie. Il a envoyé un marin à leur navire voisin, l'Arizona, pour demander à un officier là-bas lequel il devrait utiliser. Alors que le groupe attendait patiemment le retour du marin, des taches inquiétantes ont commencé à apparaître dans le ciel. Mais étant amarrés dans une grande installation navale, ils ont supposé qu'il s'agissait d'avions américains en entraînement. Ils ne l'étaient pas.
Après que le marin est revenu de l'Arizona avec la réponse pour Taussig, le groupe a commencé à jouer et le drapeau a été hissé, juste au moment où les premières bombes et torpilles japonaises ont commencé à pleuvoir sur les navires américains. L'attaque a été si soudaine que le groupe a continué à jouer et le drapeau était toujours en train d'être hissé alors que les explosions retentissaient. Un avion torpilleur japonais a volé bas et rapidement au-dessus de l'arrière du Nevada, mais si l'un des marins rassemblés avait eu le temps de l'examiner, ils auraient vu qu'il ne serrait plus. Un mitrailleur sur l'avion japonais a essayé de mitrailler les membres du groupe, mais a manqué, bien qu'il ait fait plusieurs trous dans le drapeau du navire. Soudain, la torpille qui avait été déchaînée par l'avion japonais s'est écrasée sur l'Arizona, qui a été soulevée hors de l'eau par l'explosion avant de s'installer, puis de couler au fond du port. L'explosion était telle que plusieurs hommes sur le Nevada près de l'Arizona ont été projetés hors du pont de leur navire. L'équipage du Nevada s'est précipité à leur poste de combat. Étant les plus réussis des deux, ils ont pu atterrir sur le Nevada. Et ils ont pu atterrir sur le Nevada pendant que Taussig prenait le commandement des batteries de défense aérienne. Les canons anti-aériens tiraient furieusement sur les avions japonais qui grouillaient et dévastaient les navires américains, qui étaient des cibles faciles dans le port. En quelques minutes, un avion japonais a chuté dans l'eau grâce aux canons du Nevada et de nombreux historiens attribuent cela comme étant le premier avion japonais à être abattu par les forces américaines ce jour-là et par conséquent le premier de la Seconde Guerre mondiale. Par un coup de chance, la fumée des navires en flammes autour a commencé à obscurcir le Nevada des pilotes japonais qui intensifiaient leurs attaques sur le cuirassé Roe. Cela a offert à l'équipage un bref mais précieux répit pour mettre le navire en marche. Beaucoup de membres de l'équipage préparant le navire à naviguer sans recevoir d'instructions pour le faire. Il fallait normalement au Nevada et à des navires similaires jusqu'à 2 heures pour se mettre en marche. Mais grâce à la décision de Taussig d'allumer une deuxième chaudière, le navire générait lentement assez de vapeur pour devenir mobile. Les membres de l'équipage se sont précipités à terre pour larguer les amarres qui retenaient le navire au port et le libérer, pendant que les avions de chasse japonais piquaient, essayant de les abattre pendant le processus. Malgré le fait qu'il était toujours sous attaque, malgré le fait qu'il n'était pas à pleine puissance, malgré le fait qu'il n'avait pas toutes ses chaudières allumées, malgré le fait qu'il n'avait aucune assistance de remorqueur, le vieux cuirassé a réussi à s'éloigner de son quai et a commencé à s'échapper en boitant. Après avoir vu l'Arizona exploser et couler, et une grande partie du reste de la flotte brûler, un nouvel état d'esprit s'est abattu sur les défenseurs américains en voyant le Nevada prendre la mer en moins de 45 minutes après le début de l'attaque. C'était un symbole puissant qui a revigoré la détermination et la défiance américaine. En se mettant simplement en mouvement, le Nevada, avec son drapeau criblé de balles flottant à l'arrière, envoyait un message que, bien que l'Amérique était à ce point bas, elle n'était pas hors jeu. Les navires survivants ont klaxonné en signe de respect pour le Nevada, tandis que les marins à terre et à bord de leurs propres navires hurlèrent de joie alors qu'ils naviguaient lentement à travers les épais panaches de fumée. Mais alors que le Nevada les inspirait à continuer de se battre, à bord, la situation était désespérée. Juste avant le départ, une torpille a frappé le cuirassé causant d'importants dégâts, malgré le fait que la majorité des artilleurs ait déclaré avoir abattu l'avion responsable juste avant qu'il ne touche le vaisseau. Le Nevada a été abattu et capturé. Suite à cela, un bombardier japonais a touché, propulsant l'enseigne Taussig contre une cloison. En regardant en bas, il a découvert que sa jambe avait été tordue sous son bras, et il ne marcherait plus jamais dessus. Passant lentement devant les navires détruits, y compris son navire jumeau, l'Oklahoma, les pilotes japonais sentent une opportunité. Si le Nevada pouvait être coulé dans la baie extérieure menant au port, il pourrait constituer un obstacle dangereux pour tout autre navire tentant de s'échapper. Les pilotes japonais ont réussi à s'échapper, tandis que le Nevada, malgré de lourds dommages dus à des attaques répétées, a dû s'arrêter, mais a continué à riposter. Cependant, malgré les objections, le vice-amiral William S. P., le commandant de la force de combat, a ordonné au Nevada d'abandonner sa tentative d'évasion épique, et avec l'eau qui s'infiltrait dans la coque, le lieutenant-commandant Thomas a dirigé le navire vers des points d'hôpital proches, où le puissant vaisseau s'est échoué, mettant fin à son incroyable évasion. L'attaque se calmant, l'équipage a tourné son attention vers la lutte contre les nombreux incendies qui faisaient rage à bord, alors que le capitaine Scanlon revenait pour reprendre le commandement. Les incendies étaient tous largement maîtrisés en milieu d'après-midi, et l'attention s'est tournée vers la prise en charge des nombreux blessés à bord. Le Nevada ne serait pas remis à flot avant le 12 février 1942, et après des réparations temporaires qui lui ont permis de naviguer de Pearl Harbor à l'État de Washington par ses propres moyens. Une fois là-bas,
Le navire a subi d'autres réparations à long terme et une modernisation qui ne serait pas achevée avant le lendemain. Octobre 1942. Le Nevada est entré à nouveau dans la mêlée en mai 1943, lorsqu'il a été envoyé pour fournir un soutien d'artillerie à l'opération américaine visant à expulser les troupes japonaises de l'île d'Attu. Après cela, le Nevada a subi un autre séjour au port, étant équipé de nouveaux équipements avant d'être transféré dans l'Atlantique, où, après avoir fourni une escorte de convoi contre les Raiders de surface et les avions allemands, il a navigué vers le Royaume-Uni en avril 1944 pour se préparer à l'invasion de la Normandie. Le 6 juin 1944, les canons du Nevada ont fourni un soutien d'artillerie pour les débarquements du jour J, tout en servant de navire amiral à l'amiral Morton Doe pour l'opération. Les commandants alliés ont loué le vieux cuirassé pour son tir incroyablement précis en soutien des troupes à terre, avec des obus souvent tirés à seulement 600 yards devant les soldats alliés en avance. Le Nevada s'est ensuite dirigé vers la Méditerranée, où il a soutenu l'invasion du sud de la France entre août et septembre 1944, avant de retourner dans le théâtre du Pacifique après avoir reçu de nouveaux canons. Après la reddition des Japonais, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine a décidé qu'il était enfin temps de mettre à la retraite le grand vieux cuirassé. La marine américaine a utilisé la nouvelle arme, la bombe nucléaire, pour contrer l'attaque. Le Nevada a donc été utilisé comme navire cible et a été peint dans une couleur rouge-orange distinctive avant d'être placé au milieu d'une petite flotte de navires désaffectés. Pourtant, le Nevada a tenu bon et la bombe est tombée à 1,6 km de la cible, explosant au-dessus du transport d'attaque Guillaume à la place. Si survivre à une attaque nucléaire ne suffisait pas, il a survécu à un deuxième essai nucléaire, cette fois à partir d'une détonation sous-marine. Cependant, les tests ont laissé le navire gravement endommagé et irradié, mais toujours à flot. Le 31 juillet 1948, le Nevada a été remorqué jusqu'à un point à 65 miles de Pearl Harbor et a été utilisé comme cible pour les tirs d'artillerie du cuirassé USS Iowa. Malgré plusieurs impacts, le Nevada ne coula toujours pas et il fallut une torpille pour finalement envoyer le navire au fond du Pacifique, mettant fin à ce qui pourrait être décrit partie la plus dangereuse de la bataille, un défi majeur dans l'histoire navale. Jacques P. Degaldo de Search Inc., l'une des deux entreprises qui ont trouvé l'épave le 20 avril et ancien responsable du programme du patrimoine maritime à l'Administration nationale océanique et atmosphérique, avait étudié des épaves emblématiques à travers le monde. Et de ces recherches, il savait à peu près où le Nevada s'était installé. Degaldo a expliqué que tout le projet a commencé par un coup de téléphone fortuit avec Ocean Infinity, une entreprise d'études marines et de robotique qui avait trouvé plusieurs autres épaves célèbres à travers le monde. Les deux entreprises ont discuté de la possibilité de travailler ensemble sur un projet commun et ont finalement décidé de se donner pour mission de localiser le Nevada. Ocean Infinity a accepté que son propre navire, le constructeur Pacifique, cherche l'épave du Nevada sur la base des recherches de Degaldo, et ensemble, ils ont trouvé la destination finale de ce navire rebelle. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait chercher l'épave, Degaldo a répondu « En fin de compte, trouver où se trouvent la plupart de ces navires et les regarder à nouveau est un rappel du passé. Cela relie cela et les générations futures à ces histoires de manière puissante. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes archéologues, nous avons toujours su que le plus grand musée que nous avons est au fond de la mer.